Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire sur la crise Covid-19 et ses incidences sur les contrats d'assurance santé et prévoyance. Aujourd'hui, nous sommes avec Mélodie Alvaro, manager expertise assurance, et Stanislas Boudot, consultant prévention QVT. Les directeurs RH ont été au cœur de la gestion de crise Covid-19, ayant à assurer dans un premier temps la sécurité et la santé des collaborateurs au travail. Outre la mise en place du chômage partiel, elles ont également eu à gérer les absences, déclaration et arrêt de travail, maintien de salaire en résultant, les démarches auprès des organismes de prévoyance, etc. Et également à répondre aux sollicitations des collaborateurs inquiets de la prise en charge de leurs mutuelles. Lors de notre webinaire, nos experts vont revenir sur les évolutions observées sur le marché des assurances santé-prévoyance pendant la crise. Ils vont vous partager leur vision de leur perspective de renouvellement du 1er janvier prochain dans un contexte de marché tendu et impacté par la progression continue de l'absentéisme. Je laisse tout de suite la parole à Mélodie et Stanislas. Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons prévu un créneau de 45 minutes pour vous parler d'un sujet qui traite de deux actualités. D'une part, la Covid-19, mais aussi les renouvellements des contrats santé-prévoyance qui arrivent à grands pas pour le 1er janvier prochain. Donc, pour ma part, je suis Mélodie Alvaro, je suis responsable de la practice assurance au sein du groupe Hemming. Notre particularité étant que nous intervenons en tant que filiale à 100% du groupe sous le nom de Crystal Décision. Et auparavant, j'ai été courtier en entreprise avant de rejoindre Hemming et d'avoir donc une vision beaucoup plus globale et à 360 des évolutions à la fois du courtage, mais aussi des pratiques de souscription côté compagnie. Nous sommes par ailleurs membres de l'AMRAE et nous intervenons au-delà de la santé et de la prévoyance, également sur les assurances IARD des entreprises. Et donc, Stanislas Boudot, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis consultant en qualité du travail chez Hemming et je représente l'ensemble des accompagnements et des offres associées à la QVT, à savoir la prévention des accidents de travail, des maladies professionnelles, les risques psychosociaux, toute la thématique d'engagement par la qualité du travail et puis, entre autres, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc représentant de toute l'expertise absentéiste. Donc, pour commencer, nous vous invitons à prendre un petit peu de hauteur et de recul par rapport, je dirais, à l'étendue et à la complexité des sujets que les directions ressources humaines et les entreprises dans leur globalité ont eu à gérer à la fois durant la crise Covid-19, mais également encore aujourd'hui, puisque la crise continue toujours. On le voit, il y a eu beaucoup d'actions de menées, à la fois sur le déploiement du chômage partiel, mais aussi la mise en place du télétravail, qui a été un chantier à part entière, puisque certaines entreprises n'avaient pas encore tout à fait franchi le cap du télétravail et certaines même ont des activités qui s'y prêtent moins. Donc, ça a été un vrai challenge de ce point de vue-là. Il y a eu bien sûr toutes les sollicitations des collaborateurs qui étaient inquiets par rapport à la situation et qui s'interrogeaient notamment sur la prise en charge des contrats santé et prévoyance. Et bien sûr, la priorité des entreprises était de veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs. Et donc, il y a eu une forte implication sur la gestion des absences. Et depuis, également, beaucoup d'investissements sur la préparation du retour sur site des collaborateurs avec un climat beaucoup plus contraignant, avec la mise en place notamment des équipements de protection individuelle, masques et gel notamment. Certaines entreprises sont même allées sur la mise en place d'un calendrier alterné pour gérer les flux sur site. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine qui se poursuit encore aujourd'hui. En ce qui concerne les impacts de la Covid-19 sur les contrats d'assurance de personnes, il y a différents types d'impacts. Alors, bien sûr, d'une part, sur la première partie de l'année, nous avons observé une baisse significative de la consommation en frais de santé, puisque pendant la période de confinement, sauf à ce qu'on ait eu véritablement besoin d'aller
consulter un médecin, généralement, on est plutôt passé par de la téléconsultation. D'ailleurs, la téléconsultation a connu un boom pendant cette période. Cette baisse de la consommation santé a généré des économies, bien sûr, pour les assureurs. L'exécutif les a évalués à 2,2 milliards d'euros. C'est un montant significatif. Et en ayant connaissance de cela, l'exécutif a souhaité mettre en place une taxe Covid-19 qui s'applique sur les cotisations, en sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà une taxe sur les conventions d'assurance qui est de l'ordre de 13,27%. Et cette taxe Covid, elle, rajoute 2,6% en plus au montant que vous payez en tant qu'entreprise. En parallèle au contrat santé, il y a eu une hausse de la sinistralité en prévoyance. J'attire votre attention sur le fait que cette hausse porte principalement sur les contrats dont les franchises sont courtes. Typiquement, les entreprises qui ont des franchises de 90 jours ont été quasiment pas impactées par cette hausse de la sinistralité liée en partie à la hausse des arrêts de travail sur la période de confinement. Enfin, ce que l'on peut dire, c'est que pour le 1er janvier prochain, il y a un risque de majoration à la fois sur les contrats santé et prévoyance. Mais bien sûr, il faut ramener cette tendance à votre propre situation d'entreprise, à votre propre sinistralité. Si on regarde ce qui se passe côté assureur, donc on l'a dit, la baisse de la consommation de santé a engendré des économies significatives sur ce périmètre. Il y a eu donc des impacts sur la rentabilité, sur les résultats techniques des assureurs qui ont vu leur portefeuille, je dirais, s'améliorer du point de vue de la sinistralité. Néanmoins, à côté de ça, il y a eu tout de même des décalages de cotisations, puisque les entreprises, au vu des montants que représentent les cotisations santé et prévoyance, qui sont en moyenne de 3 à 4% de la masse salariale, ont demandé des reports de paiement, ce qui a engendré du côté des assureurs des sujets par moment de décalage de trésorerie également. Enfin, il y a un point d'attention qui est suivi de très près par les assureurs et qui concerne la possible baisse de la masse salariale assurée à terme, puisqu'aujourd'hui, il est difficile de savoir quels sont les impacts économiques qu'aura réellement la crise sur les entreprises, et pour certaines, de savoir dans quelle mesure certaines pourraient aller jusqu'à mettre en place des plans sociaux, et ce qui engendrerait une baisse de la masse salariale assurée et donc une perte de volume de primes à terme pour les assureurs. Un dernier point qui est suivi également de très près par les assureurs, c'est la portabilité. Donc, pour rappel, la portabilité, c'est le maintien des garanties de santé et prévoyance pour un collaborateur de façon gratuite et pour une période de 12 mois à partir du jour où l'entreprise met fin à son contrat de travail. Ce qui veut dire qu'elle reste assurée au sein des contrats de l'entreprise pour une durée de 12 mois et ce qui, bien sûr, a un impact pour les assureurs puisqu'ils continuent à rembourser les soins de ce collaborateur quand bien même il ne fait plus partie de l'entreprise. Donc l'ensemble de ces points contribue à complexifier très clairement les renouvellements pour le 1er janvier prochain. Pour vous donner quelques explications également et quelques prévisions, sur le marché de la santé, ce que l'on a pu observer au cours des dernières années, c'est la mise en place de différentes réformes, la mise en place du contrat responsable, également la réforme 100% santé qui se met en place progressivement également et qui ont toutes contribué d'une certaine façon à ce que les organismes complémentaires santé contribuent davantage sur la prise en charge des montants de remboursement. Donc, il y a eu un déplacement des curseurs de la sécurité sociale vers les organismes complémentaires, puisque la sécurité sociale, elle, se désengage progressivement de sa participation. En 2020, ce que nous avons pu observer au sein de Crystal Decision Hemming, c'est que certaines entreprises ont été confrontées, je dirais, à des majorations qui n'étaient pas systématiquement justifiées. Donc, il y a un point d'attention vraiment à
à avoir et on vous partagera quelques bonnes pratiques en fin de présentation, puisqu'il faut vraiment ramener, encore une fois, le contexte à votre propre situation. Et encore une fois, donc pour ce qui est des prévisions 2021, en santé, ce que nous prévoyons, d'après différents échanges et les missions que nous menons actuellement, nous observons une tendance qui est donc une hausse qu'on estime entre 2 et 6% sur les contrats santé au 1er janvier 2021. Donc ce sont des hausses qui engendrent véritablement des impacts financiers très importants pour les entreprises et encore plus dans le contexte actuel. En prévoyance, le marché est différent. Ce que l'on a pu observer, c'est qu'au cours des 5 dernières années notamment, il y a eu, il est vrai, une dégradation des résultats techniques des assureurs avec donc une perte de rentabilité. Néanmoins, ils n'étaient pas dans une logique de durcissement, de redressement de leurs tarifs pour revenir à un certain niveau de rentabilité. Il faut dire que donc, cette tendance de dégradation des résultats s'explique à la fois par la hausse constante de l'absentéisme, et Stanislas nous en parlera tout de suite après, et en parallèle, il faut dire que cette dégradation technique n'est pas compensée par les niveaux de rentabilité qu'ont les assureurs dans le cadre de leur placement de capitaux sur les marchés financiers. Donc, ils ne s'y retrouvent plus en termes de rentabilité, d'où le fait qu'ils souhaitent appliquer des majorations qui aujourd'hui sont des majorations fortes et qui peuvent aller jusqu'à 10% pour le 1er janvier prochain. Donc, un vrai point de vigilance à avoir sur ces marchés qui réagissent, je dirais, très fortement et sur un marché qui se concentre de plus en plus puisque certains assureurs fusionnent entre eux et ce qui laisse moins de place, je dirais, à la concurrence. Donc, une approche à anticiper très vite. Plus globalement, c'est vrai que voilà, cette crise sanitaire nous rappelle que la gestion de l'absence globale d'un collaborateur entraîne différents types de coûts pour l'entreprise que l'on peut catégoriser donc en deux parties telles que vous les connaissez bien. Donc on va retrouver notamment les coûts directs liés à l'absence. Ça va être le maintien de salaire, le remplacement de la personne et les coûts associés. Et puis derrière, l'impact sur l'organisation du travail et un peu plus loin, donc qui va impacter aussi la productivité ou les services, la qualité, etc. Tous ces coûts directs qui peuvent être plutôt facilement, quand ils sont suivis par l'entreprise, être vraiment suivis et on peut avoir quelque chose d'assez clair. Mais on a également tous les coûts indirects qui sont à prendre en compte et qui là sont beaucoup moins suivis par les entreprises. On va aller ici toucher aussi la dégradation de l'image de l'entreprise avec un mécontentement lié au retard des clients, de l'incidence sur la qualité, le manque de disponibilité, etc. Tous ces coûts indirects qui, quelque part, sont beaucoup plus importants finalement que les coûts directs, qui vont impacter aussi l'entreprise, mais qui sont beaucoup plus difficiles à suivre. Donc tout ça étant à suivre, alors on voulait faire aussi un constat donc sur l'absentéisme, alors sur la base de notre 12e baromètre de l'absentéisme notamment. Alors chez Heming, vous savez que l'on publie un baromètre tous les ans en partenariat donc avec AG2R Mondial et puis le cabinet Kantar. L'objectif était aussi ici de revenir un petit peu sur les grandes statistiques et les points de vigilance de ce baromètre de cette année. Donc, à savoir que sur l'étude donc de cette année, on se base sur les statistiques de l'année dernière. Donc, tous les impacts liés au Covid-19 vont être à prendre en compte pour l'année prochaine. Néanmoins, on constate quand même des observations qui sont significatives cette année, bien que le taux d'absentéisme en 2019 a plutôt tendance à se stabiliser par rapport à 2018. Donc, on est à 5,11 en taux d'absentéisme moyen sur 2019, là où on était à 5,10 donc sur 2018. On voit que ça se stabilise, mais il y a quand même des disparités que l'on va traiter juste après. N'oublions pas quand même que l'absentéisme de manière générale avait bondi de 8% en 2018 notamment, et puis a augmenté de manière croissante ces quelques dernières années. Alors l'impact du Covid,
on commence déjà à avoir quelques informations sur l'impact sur les absences notamment, hein. Il y a des études qui montrent, et notamment, que pendant le confinement, on a un absentéisme qui a été multiplié par 2, par exemple, notamment donc lié aux absences par rapport à la garde d'enfants, aux maladies également, hein, des personnes qui étaient touchées par la maladie, et puis l'ensemble des cas contacts qui sont à suivre. De manière un petit peu plus précise, on observe quand même, malgré la stabilisation de l'absentéisme sur 2019, on a quand même des disparités, notamment au niveau des secteurs d'activité. On observe 2 tendances, hein, principales. Donc, une première liée à la baisse de l'absentéisme dans certains secteurs, comme les secteurs du commerce, de l'industrie, du BTP, de la santé, qui voyaient quant à eux leur absentéisme augmenter régulièrement ces 3 dernières années. On observe cette fois-ci donc une baisse de l'absentéisme dans ces secteurs. Donc c'est vraiment à suivre également, hein. Et par ailleurs, pardon, nous avons une hausse de l'absentéisme dans le secteur des services, par exemple, où on avait un taux qui était plutôt fluctuant ces dernières années. Bon, là, on note une hausse significative quand même dans ce secteur. Globalement, c'est stabilisé, mais vous voyez qu'on a des disparités entre secteurs d'activité. Alors, comment on peut l'expliquer? Alors, via l'enquête, mais également via nos accompagnements, donc avec nos clients, on voit que finalement, les secteurs les plus touchés, à un moment donné, prennent conscience de l'importance de leur taux d'absentéisme et puis vont mener des actions qui vont porter leurs fruits petit à petit. Donc voilà, on peut penser que les actions, hein, une fois qu'on a pris conscience d'eux et qu'on essaie de faire quelque chose et de se mobiliser sur cette thématique-là, on a des impacts qui sont intéressants et on a une baisse de l'absentéisme significative. Et pour compléter, je dirais même que ce qui serait intéressant de mettre en parallèle à cette tendance, c'est l'impact sur le comportement de la sinistralité de votre entreprise, sur la prévoyance évidemment, mais aussi de façon plus indirecte sur la partie santé aussi. Donc on voit bien toutes les actions qui sont mises en place pour agir sur l'absentéisme contribuent à la baisse du nombre d'absences et de leur durée, et auront donc, selon vos niveaux de franchise actuels, un impact possible sur votre sinistralité. Donc c'est des données qu'il pourrait être intéressant de rapprocher pour avoir une vision vraiment très globale de ces sujets. Et c'est d'ailleurs comme cela que nous fonctionnons au sein d'Heming, dans le cadre de notre approche globale. Un deuxième point important et différent des autres années par rapport à ce baromètre, c'est que cette année encore, donc on constate que l'absentéisme croît avec l'âge. On va avoir plus 9% notamment sur l'absentéisme de longue durée pour les salariés les plus anciens, mais on a également une croissance importante sur ces deux dernières années de plus 34% de l'absentéisme de plus de 90 jours en 2 ans pour les salariés les plus jeunes, donc à savoir les moins de 40 ans. Alors attention, il faut vraiment prendre aussi ces données avec des pincettes et vraiment les creuser un petit peu dans des analyses et des diagnostics pour les comprendre, mais on avait jusque-là tendance à avoir des absences plutôt longue durée pour les salariés les plus anciens, là où les jeunes avaient plutôt des absences récurrentes mais plus courtes. Cette année, donc là, on voit vraiment une évolution par rapport à ça. Donc c'est important de le mettre en avant. Alors plusieurs points expliquent cette augmentation des arrêts longue durée, notamment avec une prévalence des états dépressifs pour cette catégorie d'âge, donc de moins de 40 ans. On a le cercle social et familial qui s'est distendu au fur et à mesure des années. On peut avoir le monde du travail qui demande beaucoup plus de flexibilité, d'adaptabilité, de faire face à des changements importants. Je pense que l'année 2020, du coup, en est l'exemple parfait vis-à-vis de ces adaptations et cette flexibilité qu'il a fallu avoir. Et surtout, gérer les incertitudes sur l'avenir. Ça fait partie des choses qui ont tendance à développer l'absence de longue durée aussi chez les personnes. Donc un point de vigilance par rapport à ça.
Si votre franchise est de 90 jours en prévoyance, vous êtes probablement concerné par cette hausse significative de l'absentéisme qui est, comme le disait Stanislas, de 34% pour l'absentéisme de plus de 90 jours et sur une période de 2 ans. Donc, soyez vraiment très attentifs à l'évolution de cette tendance pour les prochaines années. C'est important et ça aura nécessairement un impact sur les conditions de renouvellement prévoyance pour le 1er janvier. Un autre point qui nous alerte, et toujours en relation avec aussi les contrats d'assurance, alors sur l'absentéisme, hein, on a pu voir notamment une évolution de l'absentéisme des cadres cette année. Alors, il y a toujours une petite disparité entre l'absentéisme lié aux cadres et l'absentéisme des non-cadres. Hein. Vraiment, on a enfin, cette distinction qui se fait. Alors, on peut l'expliquer par rapport aux responsabilités qui sont données à des cadres, hein, qui vont peut-être plus avoir tendance à ne pas s'absenter aussi facilement que des non-cadres. Encore que c'est des statistiques qu'il faut regarder de plus près en fonction du contexte de l'organisation et puis de vos entreprises. Mais on a quand même cette tendance que l'on observe cette année avec une augmentation de l'absentéisme des cadres et notamment par l'allongement des durées d'absence. Donc voilà, il faut vraiment être vigilant à cette population de cadres hein, qui plus est sont en première ligne hein, avec les équipes et c'est sur eux qu'on compte souvent pour prévenir les absences et puis les gérer. Donc si eux-mêmes se mettent à être absents, ça va devenir très vite compliqué. Alors malgré le fait qu'on leur en demande beaucoup, hein, on leur demande de gérer l'activité, de tenir des objectifs, faire face aux dysfonctionnements, mobiliser les équipes dans un environnement qui n'est pas toujours très stable ou en tout cas pour le coup en ce moment un petit peu flou. On a ces personnes-là qu'il faut aussi observer. Et on a un lien, encore une fois, avec les contrats d'assurance, Mélodie. Oui, tout à fait. Un point donc, concernant la prévoyance, sauf exception, généralement, il y a 2 contrats en prévoyance, un contrat dédié pour les cadres et un contrat pour la population des non-cadres. Et il est vrai que de ce que l'on observait jusqu'à présent, les bons résultats techniques que l'on observait sur les contrats cadres avaient tendance à compenser les moins bons résultats de la population non cadre qui avait davantage tendance à consommer en soins, mais aussi à être davantage exposée à l'absentéisme et à être donc soit directement touchés par des arrêts de travail, des maladies professionnelles, mais en tout cas par des événements qui sont susceptibles de faire intervenir la prise en charge des contrats de prévoyance. Donc, en effet, c'est un point de vigilance à avoir également par rapport à cette population cadre, puisque l'assurance santé et prévoyance, quand on la renégocie, on a tendance à présenter les résultats de façon globale. Et là, si les 2 populations affichent des résultats qui se dégradent, ça demande une prise de conscience de l'entreprise et derrière des actions à mettre en place pour revenir à des niveaux satisfaisants de sinistralité. De manière plus générale, hein, donc cette année, on a pu vraiment mettre en évidence que l'absence engendre l'absence. Alors à 2 niveaux, hein, au niveau individuel tout d'abord, on a constaté hein, que plus un salarié va s'absenter, plus il risque de s'absenter une nouvelle fois, d'autant plus si l'entreprise ne fait rien, hein, si le manager ne réaccueille pas la personne, si l'individu se rend compte que son absence n'a vraiment pas impacté le service, ou en tout cas qu'on ne s'y est pas intéressé, on va avoir cette tendance. Et également au niveau collectif, on va avoir une équipe, on va avoir des constats hein, sur une équipe qui va être impactée par l'absence. Et ben pareil, elle va avoir plus de risques hein, d'avoir des absences qui vont se propager. Alors ça, on l'explique comment? C'est quand on est dans une équipe et qu'on a des absents,
Encore une fois, hein, si on constate que le manager ou l'entreprise ne s'intéresse pas vraiment aux absents ni aux présents pour le coup, eh ben, on va se poser la question de finalement, pourquoi pas moi? Pourquoi je me mettrais pas également en arrêt plus ou moins longue durée? Donc on va avoir aussi ce constat donc au niveau collectif, hein, de l'absence qui va engendrer l'absence si rien n'est fait. Alors, on va quand même parler un petit peu de positif dans tout ça. Comment transformer donc ce cercle vicieux d'absence qui engendre l'absence vers un cercle vertueux? C'est en s'intéressant à la problématique, hein, et en s'y intéressant et en mettant en place des actions de prévention, hein. Là où on voit que les tendances s'accentuent si rien n'est fait, et du coup, voilà, si on fait quelque chose, on voit également que on a tendance à faire réduire l'absentéisme à plus ou moins long terme, hein, en fonction du contexte et des organisations. Donc, il faut se mobiliser sur le sujet. Donc là, voilà, on va vous parler des bonnes pratiques après tout ça, hein, pour revenir sur l'absentéisme. Alors, on constate que en 2019, 16% des répondants déclarent avoir évité une absence grâce aux actions mises en œuvre par l'entreprise. Ça, c'est des chiffres justement qui montrent que quand l'entreprise se mobilise, on va avoir aussi par ailleurs une mobilisation des salariés. Donc ça, c'est quand même des chiffres qui sont encourageants. Donc voilà, il faut aller là-dessus. Après, la marge de manœuvre, donc, elle reste importante, hein, puisque on a un absent sur deux, hein, qui estime qu'il aurait pu éviter son absence si l'entreprise avait agi. Donc voilà, on va vraiment dans le sens de ce qu'on vient de dire juste avant, avec un levier principal, hein, qui va être la flexibilité et l'adaptabilité du travail, des aménagements horaires par exemple, des aménagements de poste, la prise en compte de la problématique du salarié, qui va faire partie des actions les plus importantes. De manière plus globale, hein, alors lors de nos dernières éditions du baromètre, hein, on avait largement insisté sur les leviers de prévention de l'absentéisme. Il y a une multitude d'actions, hein, qui peuvent être menées et qui portent leurs fruits. Alors après, à adapter en fonction de votre contexte et de votre entreprise et de vos collaborateurs, bien sûr. Néanmoins, déjà faire quelque chose, c'est important. Donc ici, dans les actions, on va pouvoir retrouver le contact pendant l'absence, par exemple, l'entretien de retour, le dialogue avec l'ensemble de l'équipe qui est important aussi à conserver. S'intéresser au présent est tout aussi important que de s'intéresser aux absents. Mais du coup, cette édition donc, nous apporte des éléments complémentaires, hein, sur la gestion des situations d'absence, à savoir la gestion du salarié absent, mais également, encore une fois, la gestion de l'équipe durant l'absence et préparer le retour de la personne absente avec les personnes qui sont présentes. Donc voilà, de manière générale, hein, prévenir l'absentéisme, c'est renforcer la culture de prévention des risques, c'est renforcer les facteurs d'engagement et développer la qualité de vie au travail, sachant que si on fait le lien avec les assurances, hein, de plus en plus d'assureurs mettent en avant des actions QVT et demandent à leurs adhérents de mettre en place des plans d'action. En tout cas, ils essaient de plus en plus d'essayer de justifier d'actions en prévention et non plus en s'intéressant seulement au taux de cotisation. Tout à fait, puisque la politique de prévention des risques de l'entreprise aura tendance à influencer positivement l'évolution de la sinistralité. Et c'est, je dirais, une approche win-win à la fois pour l'assureur, mais pour l'assuré évidemment, que d'investir dans la prévention des risques. L'assurance, ça reste un outil de transfert d'un risque à un tiers. Donc, c'est une solution de financement d'un risque, mais l'entreprise, au-delà de la cotisation qu'elle paye chaque année à l'assureur, doit assumer une franchise et c'est une partie des coûts qu'il faut également considérer dans le cadre de l'étude de la sinistralité de l'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, pour revenir sur les principaux messages clés de la présentation, donc on l'a vu, les prévisions de renouvellement et
et notamment sur l'aspect financier, sont préoccupantes, puisqu'on est sur des majorations qui peuvent aller de 2 à 10%. Néanmoins, bien sûr, c'est à ramener à votre entreprise, à votre contexte, à votre sinistralité et aux actions que vous pourriez mener déjà sur ces différents sujets. Un point intéressant et dont vous n'avez pas forcément connaissance, c'est que sur la première partie de l'année, globalement sur le premier semestre, lié au contexte, il y a eu une baisse significative du nombre d'études, appels d'offres sur le marché, ce qui veut dire concrètement que les courtiers et les assureurs ont été privés sur cette période de nouvelles opportunités de développement de business. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en cette période de l'année traditionnellement très active sur la préparation des renouvellements du 1er janvier, on voit que à la fois les courtiers et certains assureurs ont beaucoup d'appétit à étudier de nouveaux dossiers. Bien sûr, après tout, voilà, il faut préparer, ça demande un travail de préparation, de rédaction de cahier des charges et un certain nombre de choses, bien sûr, à prendre en compte, mais dans tous les cas, on pense qu'il y a des opportunités qui existent en cette dernière partie de l'année pour renégocier au mieux vos conditions de renouvellement. Notre conviction chez Hemming, c'est que, indépendamment bien sûr de la négociation seule, il y a pour nous une approche qui est la plus pérenne, qui est de maîtriser la sinistralité sur la durée, et clairement le fait d'intervenir, d'agir sur l'absentéisme est un des moyens forts d'y parvenir. C'est ce qui permettra à l'entreprise d'arriver à une certaine forme d'équilibre de ces régimes santé et prévoyance sur la durée, et d'inciter des assureurs à s'intéresser à ces dossiers, à son risque. Donc pour nous, voilà, la clé vraiment du succès sur la durée, c'est de traiter la sinistralité pour être moins exposé aux variations de marché que l'on connaît actuellement. En ce qui concerne donc les renouvellements pour le 1er janvier prochain, et pour vous donner quelques bonnes pratiques sur comment est-ce qu'on peut éviter de se retrouver avec des conditions qui ne seraient pas satisfaisantes pour l'entreprise, le premier point, c'est la gestion du rétro-planning. Alors, ça peut paraître évident dit comme ça, mais je peux vous garantir qu'il n'est pas rare que des sociétés nous sollicitent, alors même que les délais de préavis sont déjà dépassés. Donc, pour rappel, les entreprises ont jusqu'au 31 octobre pour adresser les lettres de résiliation aux assureurs si elles souhaitent s'engager vers une renégociation, c'est-à-dire un appel d'offres marché, ce qui vous laisse encore quelques jours, le cas échéant, si la question se pose de votre côté. Donc voilà, vous avez jusqu'au 31 octobre pour adresser vos lettres de résiliation par courrier et en lettres recommandées. Donc, c'est un point important que de gérer les préavis pour vous laisser justement le temps de bien mener vos négociations, et puis derrière, surtout, de bien veiller à ce qu'il y ait un transfert de gestion qui soit opérationnel pour le 1er janvier, puisque n'oublions pas que les contrats santé et prévoyance, ce sont des contrats où il y a un fort volume de gestion, et ça demande beaucoup de communication également en amont du 1er janvier vis-à-vis des institutions représentatives du personnel, vis-à-vis des collaborateurs. Donc, il y a beaucoup d'actions qu'il faut anticiper et dont il faut tenir compte dans le cadre de ce rétro-planning. En ce qui concerne l'approche technique, notre préconisation, c'est bien sûr de démarrer par un diagnostic des contrats, de s'interroger sur la structure même des polices, c'est-à-dire par exemple sur la santé. Certaines entreprises, donc un régime de base et non pas forcément donc de surcomplémentaire. Ça peut être un axe qui peut être creusé à travers un diagnostic, et dont on peut évaluer les bénéfices et les impacts sur la sinistralité. Et pour poursuivre sur la sinistralité, il n'est pas rare que nous observions dans le cadre de nos missions certaines anomalies, notamment sur les montants de provisionnement prévus par les assureurs. Donc, il y a un point également d'attention à avoir sur la fiabilité des données mêmes qui sont présentées aux assureurs que vous pensez interroger dans le cadre de vos consultations.
Donc vraiment, interrogez-vous par rapport à ça. Enfin, il y a donc l'aspect qu'on a longuement abordé, qui est l'absentéisme, et pour lequel, dans le cadre des cahiers des charges et des données qui sont présentées aux assureurs, il peut être intéressant, bien sûr, de présenter les actions que vous menez en interne pour sensibiliser les collaborateurs au sujet, faire en sorte que les durées d'absence se réduisent, tout comme la fréquence des absences sur la durée, et peut-être même si vous avez des objectifs à court, moyen, long terme, de communiquer sur ces objectifs auprès des assureurs, parce que c'est ce qui va rendre votre approche concrète et qui va véritablement le convaincre de votre total investissement sur le sujet et donc de la perspective positive d'évolution de votre sinistralité. Un dernier point que l'on pense intéressant, bien sûr, c'est de pouvoir se benchmarker avant même d'aller sur le marché, c'est de se dire aujourd'hui comment est-ce que l'entreprise se positionne réellement par rapport à sa sinistralité, par rapport à ses taux de cotisation. Est-ce que l'entreprise est plutôt dans, je dirais, la moyenne de ce qu'elle devrait naturellement payer, ou est-ce qu'il y a un écart et une marge de manœuvre possible pour obtenir des conditions améliorées, à la fois sur les aspects de garantie, mais aussi sur les aspects purement financiers. Et c'est ce qui va permettre, le cas échéant, d'objectiver aussi la majoration que peut appeler l'assureur. C'est de dire, aujourd'hui, on sait que par rapport au reste du marché, on est plutôt sur une sinistralité pour laquelle le taux nous paraît exagéré, et cette majoration peut-être de 5%, en réalité, on pourrait tout à fait la renégocier à la baisse. Donc, c'est vraiment des discussions qui peuvent se faire avec les assureurs sur la base d'éléments concrets et incontestables, entre guillemets. Enfin, le cadrage des négociations, ce que je disais un peu plus tôt, c'est que, en effet, aujourd'hui, sur le marché, il y a des acteurs qui sont très motivés à étudier de nouveaux dossiers. Néanmoins, il est clair que chaque courtier et chaque assureur a son propre positionnement et ses cibles, entre guillemets, préférées. Donc, c'est un point dont il faut tenir compte dans l'approche du marché, c'est de s'orienter, bien sûr, vers les acteurs dont on sait qu'ils sont très motivés à s'intéresser au dossier et très compétitif sur les conditions. Donc, ça fait partie de la stratégie d'approche du marché que d'identifier au préalable ces acteurs. La rédaction du cahier des charges, alors c'est un véritable investissement. C'est véritablement l'outil qui va contribuer à la fois à la motivation des acteurs, mais qui va aussi être le garant des résultats de la consultation à l'arrivée. Donc, c'est un document qu'il faut bien sûr beaucoup soigner, sur lequel il faut apporter des éléments clés pour obtenir à l'arrivée les meilleures conditions de marché. Et puis, donc, un dernier point pour ce qui concerne donc les renégociations. Comme je le disais, donc, le délai de préavis de résiliation doit être adressé au 31 octobre au plus tard. Néanmoins, bien sûr, la renégociation, elle peut se faire de gré à gré selon votre contexte et la nature du partenariat que vous avez établi avec vos courtiers, vos assureurs. Donc, ça peut se faire de gré à gré, et puis ça peut se faire dans le cadre d'un appel d'offres plus ouvert. Là aussi, il y a une forme d'arbitrage que l'entreprise doit faire selon les objectifs qui sont recherchés et selon, encore une fois, le contexte même de l'entreprise et ce qu'elle souhaite privilégier en termes d'approche. On n'a pas de... Ce qui est vrai, c'est que le recours au marché et le pilotage d'un appel d'offres ouvert aura tendance à avoir un effet de levier supplémentaire, puisqu'il y a un effet concurrentiel qui est maximal, là où une discussion de gré à gré, et quand bien même il y a des résultats qui sont évidemment possibles à l'arrivée, on ne sera pas tout à fait sur les mêmes effets. Voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui par rapport à ces renouvellements. Et donc, pour conclure, hein, donc voilà, on réinsiste vraiment, et tout l'objet de ce webinaire était aussi de vous parler et de vous présenter les choses de manière un peu plus globale. On n'a pas souvent les mêmes interlocuteurs. Souvent, on a les directions des ressources humaines qui vont s'intéresser à l'absentéisme, alors que sur la partie assurance de personnes et contrat de prévoyance, ce sera plutôt les directions des affaires financières. Donc, ça dépend encore une fois, voilà, du contexte et de votre organisation, mais n'hésitez pas vraiment à combiner
Ces deux approches, hein, la mise en place d'un programme de qualité de vie au travail, de prévention de la sinistralité et de l'absentéisme, et la renégociation des contrats d'assurance pour montrer vraiment un dossier assez clair et complet à vos assureurs pour aller renégocier vos contrats. Ce sera vraiment le mot de la fin, hein, voilà. Ayez une vision globale de la gestion de votre absentéisme. Voilà, donc on a terminé donc notre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors, nous avons plusieurs questions. Première question, alors c'est une invitée qui ne comprend pas le lien entre économie pour les assurances et taxe Covid supplémentaire. Donc, c'était au début de la présentation. Oui, tout à fait. Alors, l'exécutif a évalué les économies qu'ont encaissé les assureurs du fait de la baisse de la sinistralité sur la période de confinement à 2,2 milliards d'euros. À l'origine, cette taxe devait venir, je dirais, fonctionner cette économie directement de la poche des assureurs. Or, il y a eu des évolutions et cette taxe, au final, se répercute, et c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée, cette taxe se répercute directement sur les assurés, donc sur les entreprises, puisqu'elle paye déjà aujourd'hui une taxe sur les conventions d'assurance qui, je disais, est de 13,27%, et qu'en plus de cette taxe déjà payée, il y a une taxe complémentaire, donc cette taxe Covid, qui est de 2,6%, qui vient s'ajouter et qui est payée en réalité par l'entreprise et ça ne sort pas des comptes de l'assureur. Donc, c'est en effet très surprenant, mais c'est un moyen qu'a trouvé l'exécutif de récupérer une forme de financement. Très bien, merci. Une autre question. Avez-vous des partenariats avec les assureurs? Alors, en ce qui nous concerne, donc, au sein de la practice assurance, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs du marché, aussi bien avec l'ensemble des courtiers de la place que les assureurs. Néanmoins, nous tenons à rester indépendants et à ne pas mettre en place de partenariat avec certains acteurs qui pourraient, d'une certaine façon, nous influencer dans le conseil que nous livrons à nos clients. Et on ne peut pas légitimement se dire objectif dans notre conseil si on a de part et d'autre des partenariats avec les acteurs du marché. C'est difficile de concevoir pour nous, donc on reste attaché à notre indépendance au profit de nos clients. Très clair. Ça va être plutôt pour Stanislas cette question. Oui. Allez-vous vous intéresser à l'impact du Covid sur votre prochain baromètre de l'absentéisme? Bah, je vois pas comment on pourrait ne pas s'y intéresser, je pense, hein. Alors, c'est vrai que ça va être de la remontée d'informations qu'il va falloir aller chercher. Bien sûr, on commence à s'intéresser, bien sûr, au sujet via les données générales et puis, ben, par rapport aux approches que l'on peut avoir chez nos clients actuels qui demandent déjà ben, des retours, hein, et des indicateurs sur cette période-là. Donc voilà, ça, je peux que vous donner rendez-vous pour notre prochain baromètre de l'absentéisme l'année prochaine, où forcément, oui, effectivement, il y aura l'évocation de l'impact de la crise sanitaire globalement sur l'absentéisme moyen. Justement, ça va être intéressant de comparer l'année prochaine aux années antérieures par rapport à ça. Effectivement. Alors, toujours sur la taxe Covid, une autre question. Pourquoi cette taxe Covid est répercutée aux assurés et non pris en charge par l'assurance comme prévu? Et quels sont les assureurs qui se concentrent? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la taxe Covid a été mise en place dans le cadre du plan de financement de la sécurité sociale pour 2021. Donc, c'est une nouveauté qui a été mise en place par l'exécutif directement. Alors, j'ignore quelle est la véritable raison du fait qu'on ait basculé cette taxe finalement plutôt chez les assurés que directement chez les assureurs. C'est un point intéressant qu'on pourra creuser. À notre niveau, on n'a pas cette information.
Ce qu'on peut néanmoins, je dirais, imaginer, c'est que les assureurs restent néanmoins très sollicités par l'exécutif sur la prise en charge de certains sinistres qui aujourd'hui ne sont pas forcément contractuellement prévus. Je pense notamment au cas alors plutôt sur l'IRD, sur la prise en charge de sinistres perte d'exploitation suite à la crise Covid-19, donc suite à cette pandémie. Donc ils sont déjà très sollicités par ailleurs sur d'autres sujets. Donc ça peut être un début d'explication. Néanmoins, on pourra bien sûr profiter d'un prochain webinaire ou même reprendre contact avec la personne qui a posé la question pour aller plus loin sur ce point. Mais je pense que le début d'explication est de dire qu'aujourd'hui, les assureurs ont déjà contribué. Hein. Beaucoup ont déjà mis sur la table un certain montant pour aider les entreprises, quand bien même elles n'étaient pas, je dirais, contractuellement obligées de le faire. Donc, voilà. Mais gardons en tête que cette taxe Covid est issue de l'exécutif, qu'elle est destinée à financer une partie des dépenses qui ont été engagées par la Sécurité sociale et que ça rentre dans le cadre du plan 2021. D'accord. Donc, à la question, quels sont les assureurs qui se concentrent Alors, je pense notamment, donc il y a Malakoff et Humanis qui ont fusionné. Il y a également Generali et Ecclesia qui sont en cours de rapprochement. Et pour rester sur ces aspects de fusion, de rapprochement, sur la partie courtage, il y a également Gras Savoye Willis Towers Watson et E.ON qui fusionnent. Et cette fusion devrait être effective sur le premier semestre 2021. Donc, il y a en effet des concentrations de part et d'autre, hein, que ce soit sur la partie du marché de l'assurance que sur la partie courtage assurance. C'est un phénomène qu'on observe sur ces deux plans. Avez-vous un outil permettant à l'entreprise de se benchmarker en termes de sinistralité, études, etc. Alors, nous avons, donc, en tant que membre de l'AMRAE, accès à des benchmarks par ce biais-là. Mais nous avons bien sûr également nos propres benchmarks que nous développons au gré de chacune des missions que nous gérons à l'année. Alors, bien sûr, ce sont des benchmarks anonymisés, mais ce sont des benchmarks par secteur et sur des cibles d'entreprises de taille d'effectifs comparables qui nous permettent très rapidement et notamment à travers un diagnostic de donner ce type de positionnement à l'entreprise. Et sur la partie absentéisme également, enfin sinistralité d'un point de vue accident de travail, maladie professionnelle et absence, on va également voilà, accompagner nos clients sur de la cartographie d'absentéisme par exemple pour comprendre leur absence certes, mais également les comparer aussi. On a souvent la question et la remarque hein, de savoir se comparer à son secteur d'activité, de savoir se comparer à des entreprises similaires à son activité, etc. Donc ça, ce sont des choses également que nous pratiquons. Oui. Eh bien, alors, il n'y a plus de questions. Je laisse un peu de temps s'il y a d'autres questions qui arrivent. A priori, non. Bon, en tout cas, vos réponses étaient très claires. Vous-même, remerciement d'une invitée qui a bien compris. Oui, alors, la présentation vous sera envoyée par mail. Vous recevrez un lien, en fait, sinon c'est un peu lourd. Vous recevrez un lien qui vous amènera sur la page internet sur laquelle vous pourrez télécharger la présentation et même revisionner, si vous le voulez, la vidéo du webinaire. Donc, comme ça, vous aurez tout ce qui vient de se dire jusqu'aux questions. Après, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous écrire. Nous sommes là pour vous répondre. Je remercie grandement nos deux interlocuteurs aujourd'hui, donc Mélodie et Stanislas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci et merci à vous. À tout le monde voilà, pour votre participation. Voilà, merci et bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Merci.